tout le monde connaît la tour. La plupart connaissent son prénom. Certains savent qu'il est né à Dijon, mais peu savent son histoire dans la cité des Ducs. Et c'est sur ce point que je vous propose aujourd'hui d'en apprendre plus. Tout d'abord, comment se fait-il que Gustave soit né à Dijon? Eh bien, pour comprendre cela, il faut remonter à l'époque du roi Soleil. Fuyant l'occupation de Louis XIV en Allemagne, la famille d'Eiffel, qui s'appelait alors Bonnickhausen, est venue s'installer à Paris, s'alliant à une famille de tapissiers. Et, détail qui a son importance, les Français ne pouvant pas prononcer correctement le nom de famille réel, un deuxième nom de famille fut ajouté, celui de la province originaire qu'avait fui la famille, la région allemande d'Eifel. Le temps poursuivant son instoppable course, les générations passent, et l'un des enfants s'engage dans l'armée, celui-ci se retrouvant au hasard des affectations à Dijon. C'est là que le père d'Eiffel rencontre la fille d'un marchand qui était alors spécialisé dans la vente du bois. Et l'amour faisant son effet, le couple s'installe alors au port du Canal, aux actuels 14 et 16 quai Nicolas-Rolin. C'est là que le petit Gustave naîtra le 15 décembre 1832. La proximité directe du canal fait qu'il est possible que ce soit là que le petit Gustave apprit à nager, chose qui lui sera bien utile bien plus tard quand il sauvera de la noyade l'un de ses employés au cours de la construction du pont de Bordeaux sur la Garonne. Quant à cette maison de naissance de Gustave Eiffel, elle n'est plus visible aujourd'hui car détruite en 1969. Une plaque commémorative atteste cependant encore de son existence passée. Après leur installation au bord du canal, le couple décida de se lancer dans le commerce très lucratif du charbon. Et chose exceptionnelle à cette époque, la mère d'Eiffel prenait part à l'entreprise. Très inspirée et très volontaire, c'était une véritable femme d'affaires. Gustave développa pour elle d'ailleurs une admiration sans borne, bien qu'il ne passât pourtant que peu de temps avec elle durant son enfance, la gestion de l'entreprise ne laissant que peu de temps pour les câlins. Plus tard, cette admiration pour elle le poussera à son tour dans le domaine de l'entrepreneuriat, Gustave se tournant vers maman pour qu'elle l'aide de ses conseils, mais aussi de son argent. À l'âge de 7 ans, Gustave quitte le domicile familial pour aller s'installer avec sa grand-mère. Celle-ci habitait alors à l'actuelle 17 rue Turgot. La raison de ce départ étant la gestion de l'entreprise qui prenait trop de temps à ses parents comme dit plus tôt. C'est donc ainsi que le petit Gustave fait sa petite valise et va s'installer chez sa mamie. Une vieille dame à moitié aveugle et surtout très acariâtre qui n'hésite pas à lui cogner dessus. Toutefois, Gustave n'en tiendra pas rigueur à sa mamie parce que bon, allez, après tout, elle frappe pas bien fort la vieille. Une nouvelle phase de la vie de Gustave commence à l'âge de 10 ans avec son entrée dans l'actuel collège Pardet, où sa scolarité se passera clairement mal, les conditions dans le collège se révélant particulièrement dures, avec tout particulièrement le fait qu'il y avait strictement aucun chauffage, et que les punitions et châtiments corporels, en plus d'y être particulièrement sévères, y étaient monnaie courante. Marqué par cette époque, Gustave dira plus tard que dans cet établissement, il y avait plus de punitions que de savoir. Pourtant, le jeune Gustave ne se rendit pas sans combattre. La rébellion du jeune garçon se voit notamment dans une lettre d'excuse envoyée à son père, dans laquelle on peut lire « Mon cher papa, je te demande pardon des sottises que je t'ai fait dimanche. Je suis très fâché de la peine que je t'ai fait. C'était une idée qui me passait par la tête. Je serai plus sage l'année prochaine. Je ferai tout ce que tu voudras pour te contenter. Je travaillerai mieux l'année prochaine. Je me rappellerai toujours de tes bontés, mon cher papa. Je ferai tout ce que je pourrai pour te plaire. Je te souhaite une bonne année, quoique je n'ai rien. Mais qu'est-ce que cela fait? Adieu, mon cher papa. Je t'embrasse de tout mon cœur. Ton humble serviteur, Gustave Eiffel. Il est aussi à noter que pour ce qui est des cours d'allemand, Gustave, malgré ses origines germaniques, était très mauvais dans cette langue, en même temps après 6 générations, quoi de plus compréhensible. Il ne se considère d'ailleurs absolument pas comme allemand. Cependant, son nom à consonance germanique, Bonnickhausen, fait de lui la cible de remarques, chose s'aggravant très particulièrement après la guerre de 1870, où la France perdit l'Alsace et la Lorraine face à l'Allemagne. La situation le poussa finalement à changer officiellement son nom, faisant disparaître Bonnickhausen pour Eiffel.
Durant ces 7 années de scolarité, le travail acharné des parents d'Eiffel paye. Ils réussissent à se constituer une véritable petite fortune familiale, à tel point que ceux-ci décident de quitter le port du canal pour aller emménager dans le luxueux Castel. Un nouveau logement pour les Eiffel à la hauteur de leur réussite sociale. Puis vint l'année 1850, marquant l'obtention du bac pour Gustave et la fin de sa vie dijonnaise. Après cela, il ne reviendra qu'épisodiquement à Dijon pour rendre visite à ses parents qui, sur la fin avec l'âge, finiront par s'installer dans une nouvelle maison au 17 rue Victor Dumay. Parlons donc un peu des amours maintenant, car il faut le caser le Gugus. Eh ben, de ce côté-là, Gustave collectionne les échecs. Il faut dire que les parties qu'il convoite le considèrent systématiquement comme étant, pas assez friqué quoi. Du coup, face à ces échecs répétés, le Gustave, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il va voir maman. Et maman, du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh ben, elle va voir le notaire. Non, pas pour le déshériter, non, pour lui demander conseil. Bah oui, à l'époque, il n'y avait pas Mythique, hein. Drôle d'idée, quand même, de la mama d'aller voir un juriste pour tenter de caser son grand dadais. Bref, le notaire à maman finit par se tourner vers la petite fille du propriétaire de là où habitent les parents de Gustave. Oui, je sais, là, pour ce qui est du romantisme, clairement, on repassera. Surtout que pour ce qui sera de leur vie de couple, on pourra noter qu'aucune lettre d'Eiffel ne sera directement adressée à sa femme, ni même qu'aucun sentiment ne transparaîtra dans sa correspondance où il est fait mention de sa femme. Chose qui sera absolument pas le cas pour sa fille. Comme si sa femme s'était contentée de jouer le rôle que Gustave lui avait choisi au départ. Celui d'une bonne ménagère avec les hanches larges pour lui faire de beaux enfants bien à lui. Mais le principal, c'est que maman ait pu le caser. Et c'est donc ainsi que Gustave finira par se marier dans la cathédrale Saint-Bénigne en 1862 avec Marie Godley. Il a 30 ans, elle, 17. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci maman. Et là, Gustave, il se rattrape, hein. Ils auront 5 enfants, ce qui a dû quand même un poil fatiguer l'organisme de Marie, qui mourra de la tuberculose à 32 ans en 1877. Ce qui secourra moyennement Gustave, car après tout elle avait rempli sa part du marché, lui faire de beaux enfants. À propos d'enfants justement, le préféré de Gustave est sa fille aînée Claire, qui l'emmènera partout à travers l'Europe après la mort de sa femme. Il faut dire que, à partir de ce moment-là, la carrière d'Eiffel est bien lancée. Travailleur infatigable et habile chef d'entreprise, il bâtit alors les monuments qu'on lui connaît, tout en développant la sécurité au travail, la pré-industrialisation, la livraison en kit, et ce, à travers toute l'Europe. Et aussi à Dijon, où il fit sous-traiter un pont sur le canal, qui fut détruit par les Allemands en 1944. Et pour la petite anecdote, il aurait pu aussi faire les Halles, mais son projet a été jugé trop coûteux. En bon communicant, Gustave s'appuyait aussi sur les premiers médias, avec la presse, la photographie, mais aussi le cinéma. Il faut dire qu'il fut l'un des commanditaires de la société Gaumont, qui aurait pu porter son nom. Puis vint sa plus belle année, 1889, où c'est l'apothéose, voyant au terme d'un rude combat l'érection de la Tour Eiffel. Mais nombre de documentaires et même de pièces de théâtre raconte cette période mieux que moi. Je vous laisserai donc chercher. Gustave est alors sur la voie royale de la réussite et passe un petit coup dans sa ville natale de Dijon où il est acclamé. En son honneur, on baptise un quai à son nom, l'actuel quai Galliot. Gustave est alors sûr de sa popularité et décide de se lancer en politique pour devenir sénateur de Côte-d'Or. Le truc, c'est qu'il est tellement sûr de lui qu'il ne fera même pas campagne. Et là, il se plante aux élections. Un échec dont la pilule sera particulièrement difficile à avaler pour notre Gustave, qui le vivra moyennement bien. Mais le moment le plus difficile pour lui fut l'affaire du scandale de Panama. Un projet de percement d'un canal de 77 km en Amérique centrale, permettant d'éviter un léger détour, on va dire, dans lequel Gustave devait se charger de la construction de grandes écluses. Un défi gigantesque. Et les défis techniques, Gustave, il adore ça. Sauf que les conditions financières, comme les risques qu'il prend, sont énormes. Le montant du chantier des écluses est évalué à plus de 20 fois celui de la tour. Tour depuis laquelle il signera le fabuleux contrat du canal de Panama. Et c'est là que Gustave se montre trop ambitieux. Il demande à percevoir ses bénéfices avant même d'avoir réalisé le travail. Voilà ce qui causera sa perte,
car il arrive trop tard. Le chantier n'est plus qu'une planche pourrie. Inondations, tremblements de terre, épidémies tuant les ouvriers. Ce chantier est un enfer. Et c'est là qu'éclata un immense scandale financier impliquant le Panama. Ça ne sera pas le dernier comme vous le savez. Celui-ci était lié à la corruption de parlementaires chargés d'étouffer la banqueroute de la société responsable du percement du canal, ce qui mena de nombreux petits investisseurs pleins d'espoir à la ruine. L'opinion voulait que des têtes tombent, et Gustave, bien que n'ayant rien à voir avec ces malversations, se retrouva alors pris dans la tourmente, au point d'être traduit en justice. Il se retire alors de sa société de Levallois-Perret, le jour même de l'ouverture de son procès, afin de protéger l'entreprise qu'il a créée. Gustave, bien que simple exécutant dans l'affaire, se retrouva alors condamné à 2 ans de prison et 20 000 francs d'amende. Eh ben dis donc, heureusement que le jugement a été cassé par la suite et qu'il s'est fait blanchir, hein. Le problème c'est que durant ces événements, sa réputation a été mise grandement à mal, ainsi que sa popularité, à tel point qu'on débaptisa le quai portant son nom à Dijon. Et au même moment, la fermeture du cimetière de l'avenue Victor Hugo, au niveau de l'actuelle rue de l'Égalité, la rue portant ce nom car, on est tous égaux devant la mort, l'oblige à transférer les dépouilles de ses 2 défunts parents dans la ville où il vivait alors, Levallois-Perret, auprès de sa sœur et de sa femme. Et voilà pourquoi il n'y a aucune tombe Eiffel à Dijon, la juxtaposition du timing de ces événements faisant naître la rumeur d'une grosse brouille entre Gustave et sa ville natale. Malgré le fait qu'il fut publiquement innocenté, il demeura profondément blessé par l'affaire du Panama. Gustave Eiffel se retire alors par la suite des affaires pour se consacrer à ses travaux scientifiques. Parmi ses grandes réalisations qui ne verront jamais le jour sous son égide, on peut noter la construction d'un métro parisien et du tunnel sous la Manche. Il s'occupa également de la pérennité de sa tour, s'acharnant à en démontrer l'utilité, que ça soit dans les domaines météorologiques, de transmission sans fil, des expériences sur la chute libre, et il conçut même une soufflerie qui inspirera encore celle utilisée de nos jours. Plus tard, durant la Première Guerre mondiale, Eiffel poursuivit ses recherches sur les hélices, la voilure, mais aussi les projectiles. Sa tour lui permit des travaux aboutissant même à la conception d'un avion de chasse. Le LE pour Laboratoire Eiffel. Mais l'événement le plus célèbre de cette période demeure celui des taxis de la Marne, où la tour agrémentée de 6 énormes câbles de transmission radio permit ni plus ni moins que de sauver la capitale en prévenant les troupes françaises à temps, leur permettant de se déplacer pour la première fois en voiture afin de bloquer les Teutons qui étaient pour l'anecdote tellement sûrs de leur victoire qu'ils avaient déjà frappé une médaille commémorative de la prise de la ville. Après la Première Guerre mondiale, au terme d'une très longue vie, bien remplie, Gustave Eiffel rendra son dernier souffle le 27 décembre 1923 dans son hôtel particulier de Paris. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les décennies passant, Dijon, par l'intermédiaire du chanoine Kir, décida de lui rendre hommage en 1952 pour les 120 ans qu'aurait eu Gustave, en renommant une avenue de Dijon avenue Gustave Eiffel. Enfin, en 1970, Dijon s'enrichit d'un lycée technique et scientifique. Et quel nom aurait été plus adapté que celui de Gustave Eiffel? C'est dans ce lycée que se trouve aujourd'hui un buste de Gustave offert par la famille, datant de l'année de sa gloire, 1889, l'année de l'inauguration de sa chère tour. Plus proche de nous, face au lieu où se trouvait la maison de naissance de Gustave, se trouve une sculpture offerte par les anciens élèves de l'école centrale, l'école dont il est le plus célèbre étudiant. Et enfin, n'oublions pas non plus le carrousel, place du Barrezet, retraçant ses plus belles réussites, à l'image du pont de Bordeaux sur la Garonne, de la gare de l'Est, du viaduc de Garabit, de la structure interne de la Statue de la Liberté, et enfin et surtout de l'inauguration de sa chère tour.